Si je vous dis qu'avec seulement quelques dizaines d'euros par mois, vous pouviez offrir à votre enfant plusieurs dizaines de milliers d'euros à sa majorité, est-ce que vous me croyez? Et pourtant, ce que je viens de vous dire, c'est une réalité que très peu de parents exploitent aujourd'hui. Parce que la plupart des personnes pensent qu'investir pour ses enfants, c'est compliqué, risqué ou réservé à ceux qui ont beaucoup d'argent. Alors qu'en réalité, le facteur le plus puissant, ce n'est pas le montant, c'est le temps. Et sur ce point-là, vos enfants ont un avantage énorme. Ils ont 10, 15, parfois 20 ans devant eux. Concrètement, ça change tout. Parce que cet argent peut servir à financer des choses clés dans leur vie. Leur étude, leur premier appartement, un apport immobilier ou tout simplement leur offrir une sécurité financière dès le départ. Et ça, c'est un avantage énorme. On va imaginer deux personnes. La première démarre avec 0 dans la vie. Et la deuxième démarre avec 30 000, 50 000, voire 100 000 euros déjà de côté. Bref, c'est pas le même début de vie, c'est pas la même trajectoire. Et aussi, ce n'est pas le même niveau de stress. Mais là où ça devient encore plus intéressant, c'est quand on parle du pouvoir du temps. Prenons un exemple très simple. Si on investit 100 euros par mois pour son enfant avec un rendement moyen de 6 à 7% par an, au bout de 18 ans, on peut se retrouver avec 35 voire 40 000 euros. Pourquoi? Parce que chaque euro investi commence à travailler, à générer des intérêts qui eux-mêmes génèrent des intérêts. C'est ce qu'on appelle les intérêts composés. Et plus on commence tôt, plus cet effet devient puissant. Le problème, c'est que beaucoup de parents passent à côté. Ils laissent de l'argent dormir sur un livret. Ils attendent le bon moment où ils pensent qu'ils verront ça plus tard. Alors qu'en réalité, chaque année perdue coûte énormément. Et donc dans cette vidéo, le but c'est de vous montrer les grandes options qui existent, les erreurs à éviter et surtout les bons réflexes à avoir pour vraiment donner un avantage à votre enfant. Parce qu'au final, investir pour ses enfants, ce n'est pas juste une question d'argent, c'est une question de vision. Partie 1, les règles de base avant même de choisir un placement. Parce qu'avant de parler du moindre ETF, du moindre fonds ou du moindre placement, il y a 3 règles fondamentales à poser. Et si on les ignore, on peut faire de très belles erreurs, même avec les meilleures intentions du monde. La première règle, c'est de savoir est-ce qu'on souhaite investir au nom de l'enfant ou à notre nom. Ce choix, ça change absolument tout. Quand on investit au nom de l'enfant, on ouvre le compte ou le contrat directement à son nom. Livret A, PEL, assurance vie. Bref, l'argent appartient légalement à l'enfant dès le premier euro versé. Donc si par exemple, on verse 5 000 euros sur un PEL au nom de sa fille qui a 8 ans, et à ses 18 ans, elle peut retirer l'argent comme elle veut, même si le parent n'est pas d'accord. Et là, on n'a plus de contrôle dessus. En revanche, si on place ces 5 000 euros sur notre propre contrat d'assurance vie en désignant l'enfant comme bénéficiaire, là, l'argent reste aux parents jusqu'au décès. On peut le reprendre à tout moment, le modifier et même le transmettre directement si on change d'avis. Deuxième règle, et elle est capitale, si on investit avec un compte au nom de l'enfant, l'argent appartient vraiment à l'enfant. Et c'est une nuance légale que beaucoup de personnes sous-estiment. Dès qu'on met de l'argent au nom de l'enfant, ce n'est plus de l'épargne pour le parent, c'est l'argent de l'enfant. Et le parent en est simplement l'administrateur légal jusqu'à ses 18 ans. Et ça veut dire plusieurs choses très concrètes. Premièrement, on ne peut pas utiliser cet argent du coup pour payer ses propres factures, même en cas de coup dur. Et aussi, le juge aux affaires familiales peut demander des comptes. Et en cas de divorce, cet argent reste à l'enfant et ne rentre pas dans le partage des biens. Et à ses 18 ans, l'enfant en prend le contrôle total. Il peut tout retirer, tout placer ailleurs ou même tout dépenser en 2 mois. Et c'est pour ça que beaucoup de familles choisissent aujourd'hui un mix. Une partie au nom de l'enfant pour la transmission et la fiscalité et une partie à leur nom avec clause bénéficiaire pour garder la main. Et la troisième règle, c'est adapter toujours la stratégie à l'horizon réel. L'horizon, c'est le temps qui reste avant que l'enfant ait besoin de cet argent. Donc si l'enfant a 3 ans et qu'on épargne pour ses études supérieures vers 20 ans, l'horizon est de 17 ans. Et donc plus on a de temps devant nous, plus on peut se permettre d'être beaucoup plus dynamique. Par exemple, mettre 70 voire 80% en action. Et plus le temps va s'écouler, plus on va être sécuritaire, on va prendre moins de risques. Si par exemple un parent a une fille de 16 ans et qu'on veut l'aider pour son permis et son premier appartement dans quelques années, et donc là c'est un horizon très court et on va rester sur des poches sécurisées. Et donc on va prendre moins de risques. Donc bref, la règle simple à retenir, c'est que quand l'horizon d'investissement est long, on peut prendre plus de risques, plus il est court, moins on prend de risques. Donc il faut retenir ces 3 règles. Premièrement, c'est au nom de qui? Deuxièmement, retenir que si on investit au nom de l'enfant, l'argent est à l'enfant. Et troisième règle, bien savoir l'horizon d'investissement. Plus c'est long, plus on peut prendre de risques. Moins c'est long, moins on prend de risques. Et ces 3 règles, ces 3 piliers, c'est vraiment des fondations à ne pas oublier. Et si on les pose correctement dès le début, on va choisir ensuite facilement les poches d'investissement et on pourra le faire de manière cohérente, sécurisée et vraiment utile au cas spécifique. Partie 2, les livrets bancaires, la base simple mais limitée. Donc on va commencer par le plus simple, voire le plus sécurisé, souvent le premier réflexe de nombreux parents, les livrets réglementés et l'épargne logement. D'abord, il y a le livret A et le livret jeune. Par exemple, on ouvre un compte pour son enfant dès sa naissance. Chaque anniversaire, chaque argent de poche, chaque cadeau de Noël peut y être versé. Il n'y a aucun risque, c'est très peu de complexité et l'argent reste disponible rapidement en cas de besoin. Bref, c'est la sécurité maximale, le capital est garanti par l'État
l'État, même en cas de faillite de la banque, l'argent est protégé. Pour le livret jeune, c'est réservé aux 12-25 ans et ça offre un taux au moins égal à celui du livret A. Côté plafond, c'est 22 950 pour le livret A et 1600 € pour le livret jeune. Sur ces deux livrets, il n'y a pas de fiscalité, on ne va pas payer d'impôt sur les gains qu'on va générer. Après, au niveau des plafonds, c'est les montants qui sont valables en 2026 et au niveau des taux, ça peut changer en fonction de l'évolution des taux directeurs. Donc ce qui est valable aujourd'hui en 2026 ne le sera probablement pas dans les années qui vont arriver. On peut aussi citer le PEL et le CEL qui sont davantage tournés vers un projet immobilier futur. Ils peuvent avoir du sens si l'objectif est d'aider plus tard son enfant à financer un achat immobilier. Mais ils sont moins souples que les livrets classiques et moins adaptés et n'épargnent de précaution pure. Et donc ces solutions sont d'excellentes bases, mais elles ont leurs limites. Leur rendement reste modeste et sur le long terme, elles protègent surtout l'argent plus qu'elles ne le font réellement grandir. Bref, les livrets et l'épargne logement, c'est un socle. C'est parfait pour sécuriser de l'épargne et préparer certains projets à court terme. Mais si on veut qu'à long terme, l'enfant se constitue un vrai capital pour ses études, un apport immobilier ou simplement prendre de l'avance dans la vie, il faut souvent aller plus loin. Partie 3, les solutions long terme pour faire vraiment grandir le capital. Parce que oui, investir pour les enfants, ce n'est pas juste mettre de l'argent de côté. C'est faire en sorte que cet argent travaille dur pendant 18, 20 ou même 25 ans pour devenir vraiment significatif. Et il existe 3 outils principaux qui reviennent systématiquement chez les parents qui réussissent le mieux. La première solution et de loin la plus puissante, c'est l'assurance vie. C'est l'outil central, le couteau suisse de l'épargne pour les enfants. Pourquoi? Parce qu'elle est ultra flexible et qu'elle offre une fiscalité exceptionnelle sur le long terme. Donc on peut l'ouvrir au nom du parent et désigner les enfants comme bénéficiaires, ou bien on peut aussi l'ouvrir directement au nom de l'enfant avec l'autorité parentale. Concrètement, on verse chaque mois, on choisit un mix fonds euros sécurisé avec unité de compte, tout ce qui va être actions, ETF, immobilier. Et le plus beau, au moment de la transmission, si on a versé les primes avant les 70 ans, chaque enfant va bénéficier d'un abattement de 152 500 €. Et au-delà, seulement 20% de droits de succession. Bref, c'est l'un des seuls placements où l'État nous dit on peut tout transmettre quasiment sans impôt. Et si vous souhaitez aller plus loin et obtenir mon comparatif des meilleures assurances vie en 2026, je vous mets le lien dans la description. Et je pense que ça va vous permettre d'y voir beaucoup plus clair, d'arrêter de fouiller sur Internet pour choisir la meilleure assurance vie qui correspond à vos critères. Donc comme je vous l'ai dit, si ça vous intéresse, je vous mets le lien dans la description. Deuxième solution, c'est le compte titre ordinaire qu'on appelle aussi CTO. Donc c'est simple, direct et particulièrement puissant quand on veut investir en bourse pour ses enfants. Donc là, on peut l'ouvrir de deux façons. Soit directement au nom de l'enfant avec autorité parentale, ou bien au nom du parent et le transmettre plus tard par donation ou succession. Donc cet aspect donation qui rend le CTO vraiment intéressant et souvent sous-estimé. Concrètement, on investit pendant 10, 15 ou 18 ans sur notre propre CTO avec des ETF par exemple. Puis une fois que l'enfant a entre par exemple 10 et 18 ans, ou même plus tôt, on peut donner tout ou une partie du compte à notre enfant. Et grâce à l'abattement de 100 000 € par parent tous les 15 ans, on peut transmettre jusqu'à 200 000 € le père et la mère sans aucun droit de donation. Donc si par exemple le père a investi pour sa fille 50 000 €, c'est monté à 100 000 €, il va pouvoir transmettre ces 100 000 € à sa fille et en plus l'argent que va recevoir la fille, donc les 50 000 € de capital de départ qui sont transformés en 100 000 €, elle va pas payer d'impôt sur les plus-values de 50 000 €. Donc ça permet de donner de l'argent en purgeant les plus-values. Autre exemple, si on verse 200 € par mois pendant 15 ans sur un CTO à un rendement moyen de 7%, à la fin, le compte vaut environ 62 000 €. Et donc, si on fait une donation à l'enfant, il y a 62 000 € qui sont transmis avec 0 € d'impôt. Et les plus-values sont aussi purgées. Donc, l'enfant récupère le compte à son nom avec déjà 15 ans de plus-value accumulée et sans impôt. Et il peut continuer à l'alimenter ou bien utiliser une partie ou la totalité de cet argent. Aussi, un gros avantage du CTO, contrairement par exemple au livret, il n'y a aucun plafond de versement. On peut mettre 500, 1000, voire beaucoup plus par mois si notre budget le permet. On investit exactement l'argent qu'on veut sur les produits que l'on souhaite. L'inconvénient à connaître sur le CTO, c'est que c'est l'enveloppe avec le plus de fiscalité. On paye 31,4% sur nos gains. Donc si on est en tant que parent, on fait des transactions pour faire fructifier le capital. Si on vend une position sur laquelle on a des profits, on va payer directement des impôts dessus. Donc c'est pour ça que faire des ETF capitalisants qui sont bien diversifiés, pour moi, c'est l'un des investissements qui fait le plus sens pour une stratégie d'investir pour ses enfants sur un compte titre sur du long terme. Et si vous souhaitez en savoir plus sur les ETF, je vous ai fait une vidéo d'1 heure où je décortique tout étape par étape. Donc si ça vous intéresse, je vous mets la vidéo qui va apparaître en haut de l'écran et vous aurez aussi le lien de la vidéo dans la description. Mais du coup, si on garde les positions jusqu'à la donation, puis en laissant gérer l'enfant, on optimise du coup fortement l'imposition. Et aussi, à partir de 18 ans, l'enfant peut même ouvrir de son côté un PEA jeune pour bénéficier d'une fiscalité encore plus avantageuse sur les nouveaux versements. Parce qu'après 5 ans de détention sur son PEA, il va payer 18,6% d'impôt sur les gains, alors que c'est 31,4% avant 5 ans sans PEA, voire 31,4% dans tous les cas sur le CTO. Le seul cas à faire attention, c'est que si on fait un retrait sur le PEA avant 5 ans, que ce soit un PEA classique ou un PEA jeune, eh bien il y aura une fermeture de ce PEA. Donc bref, pour revenir au CTO, pour moi c'est l'outil idéal quand on veut garder le contrôle total pendant que l'enfant est jeune, puis lui transmettre un capital déjà bien développé, presque prêt à l'emploi avec très peu d'impôts grâce à la donation. Pour moi, c'est l'une des stratégies les plus efficaces et les plus utilisées par les parents qui veulent vraiment donner un avantage financier à leurs enfants. Et si vous souhaitez aller plus loin et vous voulez obtenir mon comparatif complet des meilleurs comptes titres, je vous le mets en description.
pareil que pour l'assurance vie, je pense que ça va vous faire gagner beaucoup de temps. Maintenant, la troisième solution, c'est les SCPI, les sociétés civiles de placement immobilier. C'est l'immobilier sans les galères à gérer parce qu'on n'a pas de locataires à gérer ni pas de travaux à encadrer. Donc on achète des parts de SCPI, bureaux, commerce ou logement, qui versent un loyer tous les trimestres. On a des rendements d'environ 4 à 5% par an, c'est assez stable pour les nouvelles SCPI. Et on peut même faire des donations de parts de SCPI avec toujours l'abattement de 100 000 € par parent tous les 15 ans. Les enfants vont recevoir les loyers directement une fois majeurs. C'est l'option un peu sommeil tranquille, l'argent travaille pendant que l'on dort. Et maintenant, la vraie clé qui change tout, c'est le temps et les intérêts composés. Parce que le secret des parents qui réussissent vraiment, ce n'est pas de verser des sommes folles, c'est de commencer le plus tôt possible et de laisser le temps faire son travail. On va prendre un petit exemple. Avec seulement 100 € par mois à 7% par an pendant 18 ans, ça fait 43 000 € pour l'enfant. Avec 200 €, 86 000. Avec 300 €, 130 000 €. Bref, c'est l'effet boule de neige. Chaque euro versé aujourd'hui travaille pour l'enfant pendant des années, voire des décennies. Et plus on commence tôt, plus l'écart est énorme. Commencer à la naissance plutôt qu'à 10 ans, c'est littéralement doubler ou tripler le résultat final. Maintenant, partie 4, focus sur les nouvelles solutions pour les jeunes. Parce qu'il y a aussi une solution plus récente, encore peu connue, mais qui mérite clairement qu'on s'y intéresse, c'est le PEAC, le plan épargne avenir climat. C'est un produit qui a été créé spécifiquement pour les jeunes avec une idée très simple. Investir sur le long terme tout en finançant des projets liés à la transition écologique. Concrètement, c'est accessible aux mineurs et aux jeunes majeurs et comme pour beaucoup de placements destinés aux enfants, l'horizon est long par définition. Et ce qui est intéressant avec le PEAC, c'est sa logique. On n'est pas sur un livret classique où l'argent dort. On est sur un placement qui va être investi en grande partie dans des actifs liés à l'économie de demain. Énergie renouvelable, infrastructures durables, entreprises engagées dans la transition environnementale. Bref, l'argent est réellement mis au travail. Mais attention, il faut bien comprendre sa position. Le PEAC se situe un peu entre deux mondes. D'un côté, il y a une volonté de proposer quelque chose de relativement encadré, avec une certaine prudence, et de l'autre, il y a quand même une exposition au marché financier pour aller chercher de la performance. Donc on est un peu sur un compromis entre sécurité et potentiel de performance. Et l'intérêt principal, c'est surtout pour les parents qui veulent donner du sens à l'épargne de leur enfant. Et donc, on revient un peu à ce que je disais tout à l'heure, investir, c'est financer le monde. Et avec le PEAC, l'idée, c'est justement de financer des projets qui vont dans une direction précise. Maintenant, soyons clairs, ce n'est pas forcément le placement le plus puissant en termes de performance pure et ce n'est pas non plus celui qui offre le plus de flexibilité. Il peut avoir sa place dans une stratégie globale, par exemple en complément d'une assurance vie ou d'un portefeuille en bourse sur un compte titre. Mais bref, c'est une bonne option à comprendre et à connaître qui peut faire du sens dans certains cas spécifiques. Partie 5, le rôle clé de la transmission. Il y a un point que beaucoup de parents sous-estiment quand ils commencent à investir pour leurs enfants. Ce n'est pas seulement comment faire grandir l'argent, c'est aussi comment le transmettre intelligemment. Parce que mal transmis, un capital peut être fortement fiscalisé. Alors que bien anticipé, il peut être transmis presque sans impôt. La première chose à comprendre, ce sont les donations d'argent. En France, on peut donner jusqu'à 100 000 € par parent et par enfant tous les 15 ans. Et ça, sans payer de droits de donation. Concrètement, un couple peut transmettre jusqu'à 200 000 € à un enfant, totalement exonéré d'impôts, et recommencer 15 ans plus tard. L'erreur classique, c'est d'attendre trop tard. Alors qu'en réalité, plus on anticipe, plus on peut optimiser dans le temps. Par exemple, on peut commencer à donner une partie du capital dès que l'enfant est jeune. Pas forcément pour qu'il l'utilise tout de suite, mais pour prendre date fiscalement. Et surtout pour faire en sorte que ce capital continue de travailler, mais cette fois-ci à son nom. Ensuite, il y a aussi un outil extrêmement intéressant, mais très peu connu, c'est le pacte adjoint. C'est un mécanisme simple, mais très puissant. Ça permet de faire une donation à l'enfant tout en gardant un certain contrôle sur l'utilisation de cet argent. Par exemple, on peut prévoir que les fonds ne sont accessibles qu'à ses 18 ans, 21 voire même 25 ans ou qu'ils devront être utilisés pour un objectif précis. Études, projet immobilier, création d'entreprise. Parce que pour certains parents, ça peut être important de donner de l'argent avec un cadre pour l'enfant. Parce qu'un jeune de 18 ans qui peut recevoir une grosse somme sans préparation peut faire de mauvais choix. Et le pacte adjoint permet justement de protéger le capital tout en organisant sa transmission. Et les parents qui s'y prennent bien ne se contentent pas d'épargner, ils réfléchissent à quand donner, combien donner et comment encadrer. Parce qu'au final, transmettre intelligemment, c'est s'assurer que cet argent aura un vrai impact positif dans la vie de l'enfant. Partie 6 maintenant, les erreurs classiques à éviter. Donc je vais parler des erreurs parce qu'en réalité, la plupart des parents ne font pas de mauvais choix, ils font surtout des choix incomplets ou inefficaces. Première erreur, c'est tout laisser sur un livret. C'est rassurant, c'est simple, c'est sans risque, mais sur 15 ou 20 ans, c'est un problème. Parce que l'argent ne travaille presque pas. Et avec l'inflation, il peut même perdre de la valeur. Concrètement, on pense sécuriser l'avenir de l'enfant, alors qu'en réalité, on limite fortement le potentiel de ce capital. Un livret, c'est utile, oui, mais c'est uniquement pour le court terme ou la sécurité, pas pour construire un vrai patrimoine. Deuxième erreur, ne pas investir assez tôt. Il y a beaucoup de parents qui attendent. Ils se disent « je verrai plus tard, quand j'aurai plus d'argent, quand il sera plus grand ». Mais le problème, c'est que le temps ne se rattrape pas. Commencer 10 ans plus tard, ce n'est pas juste 10 ans de moins. C'est des dizaines de milliers d'euros en moins à la fin en coût d'opportunité. Parce que les premières années sont celles où l'effet des intérêts composés commence à se mettre en place. Plus on attend,
plus on réduit cet effet. Troisième erreur, c'est faire trop compliqué. Multiplier les placements, changer de stratégie tous les ans, chercher le meilleur produit. Et c'est souvent assez contre-productif. La performance sur le long terme ne vient pas de la complexité, ça vient de la régularité et de la discipline. Un système simple, clair, qu'on peut tenir pendant 15 ans sera toujours plus efficace qu'une stratégie parfaite qu'on abandonne au bout de 2 ans. Quatrième erreur, ne pas penser long terme. Investir pour ses enfants, par définition, c'est un projet long terme. Mais beaucoup de décisions sont prises avec une vision court terme. Peur des marchés, envie de sécuriser au moindre doute, réaction émotionnelle. Bref, l'objectif de base, c'est pas ce qui se passe cette année, c'est où sera le capital dans 10, 15 ou 20 ans. Partie 7, construire une stratégie simple et efficace. Donc maintenant qu'on connaît les erreurs, la question devient assez simple. Comment construire quelque chose de solide? Pour moi, la réponse tient en quelques principes très simples. D'abord, une base sécurisée, une partie investie. On garde une partie de l'épargne sur des supports sûrs, disponibles, et on met le reste au travail sur des supports plus dynamiques, assurance vie, SCPI au compte titre, selon ce qu'on préfère et selon les convictions qu'on a. Et plus le temps va passer, plus on va se rapprocher de la majorité de l'enfant, plus on va aller sur des supports sécurisés. Soit on va mettre plus sur des livrets, ou soit sur l'assurance vie, on va arbitrer en mettant moins d'unités de compte et on va passer progressivement à plus de fonds euros. Bref, c'est cet équilibre global qui permet d'avancer sereinement sans bloquer la performance. Et bien sûr, il faut aussi investir régulièrement, c'est probablement le levier le plus sous-estimé. Il faut, si on peut, mettre en place un virement automatique chaque mois sans réfléchir, sans essayer de timer le marché. On investit dans toutes les conditions, quand c'est bas, on achète plus, et quand c'est haut, on est déjà positionné. Et surtout, on enlève complètement l'émotion de l'équation. Et enfin, comme je l'ai dit, il faut adapter la stratégie à l'âge de l'enfant. Quand l'enfant est jeune, on peut prendre plus de risques, et plus il est âgé, moins on va prendre de risques. Par exemple, quand il va se rapprocher des 18 ans, on peut sécuriser progressivement en allant plus sur des livrets ou des fonds euros. Parce que l'objectif, c'est d'éviter qu'un mauvais timing de marché vienne impacter le capital au moment où l'enfant en a le plus besoin. Donc au final, une bonne stratégie pour ses enfants, c'est pas quelque chose de très compliqué, c'est quelque chose qui doit être cohérent, régulier et adapté dans le temps. Et ça fait vraiment toute la différence. Donc pour résumer cette vidéo, si vous deviez retenir une seule chose, ça serait la suivante. Investir pour ses enfants, c'est l'un des leviers les plus puissants pour leur donner une avance réelle dans la vie, à condition de s'y prendre tôt et de rester simple. C'est pas une question de gros moyens, c'est une question de temps, de régularité et de bonnes décisions. Et même avec des petites sommes, si vous commencez aujourd'hui et que vous laissez le temps faire son travail, vous pouvez construire un capital qui fera une vraie différence pour leurs études, leur premier projet ou simplement pour leur offrir plus de liberté. Mais je veux insister sur un point très important. Tous les placements ne se valent pas et surtout, toutes les stratégies ne sont pas adaptées à votre situation. Et si vous voulez construire quelque chose de cohérent, efficace et adapté à vos objectifs, je vous conseille vraiment de prendre le temps de vous former correctement. Et pour ça, j'ai créé une formation gratuite pour vous aider à comprendre les bases de l'investissement, construire un portefeuille et éviter les erreurs les plus courantes. Donc ça vous intéresse, je vous mets le lien dans la description. Et si vous souhaitez aller plus loin, vous voulez investir pour vous ou pour vos enfants, on a un accompagnement dans lequel on aide les personnes du coup à investir. Et je vous mettrai aussi le lien pour prendre un rendez-vous, soit avec moi, soit qu'une personne de mon équipe. Et on sera ravis d'échanger avec vous et de voir comment on peut vous aider. Pareil, vous trouverez le lien dans la description. Donc on est arrivé à la fin de cette vidéo. Si elle vous a aidé à y voir plus clair sur comment investir pour vos enfants, pensez à vous abonner à la chaîne. Et si vous avez des questions ou des sujets que vous aimeriez voir abordés dans les prochaines vidéos, n'hésitez pas à les écrire en commentaire. Je les lis tous à chaque fois et je répondrai à tout le monde. Donc bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous et likez cette vidéo. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.